Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 30 décembre 2025 et notre cher ami, le colonel Larry Wilkerson, est avec nous. Bon retour parmi nous, colonel. Ravi d'être avec toi, Nima, surtout puisque tu viens de Téhéran. Oui, Il fait terriblement sombre là-bas. Vous devez avoir une panne de courant. il y a un tableau noir derrière moi qui ne fonctionne pas, alors je l'ai recouvert d'un petit tissu. J'essaye de... Mais Larry, laisse-moi commencer par l'attaque contre Poutine. Ils ont essayé d'assassiner Vladimir Poutine. Je ne sais pas, ils essayaient d'assassiner ou de faire quelque chose. Tu comprends ce qui se passe à Kiev, en Ukraine? Zelensky parle à Trump, puis essaye d'assassiner, tu sais, le président de la Russie, qui est la seule raison pour laquelle Zelensky n'a pas encore été assassiné. Je ne sais plus à qui faire confiance pour ce genre de choses. Ce matin, par exemple, j'entends de mes amis, d'anciens collègues, que Zelensky aurait dit que la CIA avait frappé le port du Venezuela et détruit des entrepôts de drogue ou quelque chose comme ça. Puis j'entends, non, Larry, tu sais bien que ce n'était pas la CIA, c'était le commandement des opérations spéciales. La CIA a planifié l'opération, mais le SOCOM l'a exécutée. Ce qui me semble logique, parce que c'est ce qu'on fait depuis 20 ans en réalité. Mais personne n'a pu me donner une réelle certitude sur ce que nous avons visé. Peut-être qu'on a frappé un entrepôt de drogue. Apparemment, oui. Apparemment, on a fait exploser de la cocaïne. Je me demande simplement pourquoi il y aurait de la cocaïne dans un port vénézuélien de ce côté du pays. Cela n'a pas beaucoup de sens pour moi, mais rien de tout cela n'a de sens pour moi. Donc tu sais, quand quelqu'un essaye d'assassiner le dirigeant d'un autre pays, crois-le ou non, Nima, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une opération sous faux drapeau. Et je ne veux pas dire que les Russes essayaient de le faire. Ce que je veux dire, c'est qu'un des services de renseignement européens, ou même le Mossad par exemple, aurait pu essayer de le faire et faire en sorte que cela paraisse être Zelensky, juste pour intensifier un peu la guerre. Je ne sais pas comment il pense l'intensifier en tuant Poutine. J'imagine qu'il l'intensifierait dans le sens où les Russes iraient à fond jusqu'à la frontière polonaise et effaceraient le reste de l'Ukraine de la carte. Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est absurde d'avoir ce genre de choses. Enfin, absurde. Ce n'est certainement pas productif que les dirigeants s'y livrent, quel que soit le camp. L'Europe, l'OTAN en général, Washington, la Russie, l'Ukraine. Alors qui fait ça? Qui, par exemple, fait voler ses drones au-dessus des pétroliers russes dans la Baltique? Qui menace de faire ceci ou cela en Crimée? S'agit-il vraiment des partis en guerre? L'Ukraine, l'OTAN, Washington, la Russie, ou d'autres acteurs qui s'en mêlent? Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe en Iran. C'est ce qui se passe en Syrie, dans le Caucase en général. Mais en réalité, c'est partout. Et l'autre jour, j'ai entendu parler de manigances aux Philippines. Et l'affirmation était que les Chinois étaient derrière eux. Les Chinois ne sont pas derrière cela. Quel intérêt aurait-il à faire voler des drones aux Philippines ou ailleurs? Nous avons donc beaucoup de gens qui font des choses qui ne servent pas forcément les intérêts des soi-disant parties belligérantes, y compris à Gaza. Je ne sais pas trop comment l'interpréter, sinon qu'il y a des acteurs extérieurs qui essaient d'agir, soit pour leur propre bénéfice, soit parce qu'ils estiment que la guerre ne tourne pas en leur faveur et qu'ils veulent la faire pencher de leur côté, ou l'attiser, ou autre chose. Mais c'est ainsi que je vois une tentative d'assassinat contre Poutine. Je ne mettrai pas cela hors de portée des nazis en Ukraine. Je ne leur ferai pas confiance d'un pouce. Mais cela suppose qu'ils comprennent ce qu'ils font. Et que cela suppose aussi qu'ils comprennent le conflit mieux que je ne le pense. Donc je ne peux pas répondre à votre question.
Je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire qui fait tout ça. Je ne sais même pas encore qui a tiré sur Charlie Kirk, et je ne pense pas que le FBI en ait la moindre idée non plus. Je ne crois même pas qu'ils mènent une enquête sérieuse. C'est juste, oh bon, on a quelqu'un, il avait l'air bien, on l'a attrapé, on va le mettre en procès. Je ne pense pas qu'ils aient la bonne personne. Je ne pense pas qu'ils cherchent vraiment. Alors, où en sommes-nous maintenant avec ce genre de choses? Nous sommes au pays du chaos. C'est là où nous en sommes. Où en est le FBI dans sa position? Vous savez, le directeur du FBI a des ennuis, de gros ennuis. Depuis que Tom Massey et Kash Patel s'en sont pris à lui, il est dans de beaux draps. Tu as vu ce délai de 47 secondes dans sa réponse? C'était après qu'il a appris que Massey avait un lanceur d'alerte qui lui avait remis 100 000 noms, ou fichiers, je ne sais plus, et Patel a été complètement pris de court. 47 secondes, il est resté là sans dire un mot. Compte-les. C'est long, très long, quand on est face à une inquisition du Congrès et qu'on garde la bouche fermée. Et puis, quand il a enfin réagi, il s'est retourné et a regardé quelqu'un comme pour dire « Est-ce que quelqu'un va me tirer d'affaire ?» Eh bien, c'est une sacrée question. 100 000 noms dont on ne sait rien. Comment peux-tu prétendre être transparent? Ne t'a-t-on pas dit d'être transparent dans cette enquête? Ne t'a-t-on pas dit que, sauf raison juridique ou de sécurité vraiment impérieuse, nous voulions que ces noms soient rendus publics? Attends-toi à ce que Trump fasse encore des bêtises, parce qu'il doit absolument détourner l'attention de cette affaire Epstein. Penses-tu, en ce qui concerne le FBI, qui a l'avantage? Je pense que ce sont Bondi et Patel, et je crois qu'ils vont devoir revoir mon estimation de qui partira en premier parmi les principaux membres du cabinet. Je pensais que ce serait Hegseth, mais je crois que Bondi et Patel sont en difficulté. Je ne suis pas sûr que cette interview très détournée, un peu ingénieuse, un peu indéchiffrable que Susie Wise a donnée aux journalistes de Vanity Fair ou qui a été publiée dans Vanity Fair n'ait pas été destinée à brouiller les pistes. Ce qu'elle a fait, c'est plutôt renforcer la piste. Larry, voici Zelensky qui parle des soldats russes et de la manière dont ils se préparent, ou de l'état actuel de l'armée russe. Ils n'ont pas beaucoup de succès. Nous devons comprendre que le nombre de leurs soldats diminue. Avant cette année, ce nombre augmentait. Ils mobilisaient environ 40 000 personnes chaque mois et environ 3 000 personnes signaient des contrats. Mais cette année, pour la première fois, le nombre de troupes mobilisées et le nombre de pertes sont à peu près équivalents. Ainsi, en 2025, pour la première fois, leur armée a cessé de croître. Nous pensons qu'en 2026, si Dieu le veut, nous pourrons mettre fin à la guerre. Sinon, Poutine devra décider s'il mobilise davantage de personnes. Pour l'instant, il compte sur les contrats, car sa nation ne soutient pas la mobilisation. Because his nation doesn't respect mobilization. Oui, il essaie de convaincre le public américain, les habitants des États-Unis, l'opinion publique, que la Russie n'est pas dans une bonne position en ce moment. Dans quelle mesure ce qu'il essaie de faire va-t-il réussir, compte tenu du public américain? Eh bien, Zelensky est confronté à deux choix très clairs. Il peut soit accepter la vérité, que Poutine a infligé une lourde défaite à l'Ukraine sur le champ de bataille, et partir de là, ce qui signifierait probablement la fin de son leadership. Car je pense que l'un des points non négociables de Poutine est que Zelensky doit partir. Il faut qu'il y ait un dirigeant ukrainien élu constitutionnellement. C'est donc une première approche. Mentir, tricher, voler,
faire tout ce qu'il peut pour conserver le peu de soutien qui lui reste et poursuivre le combat. De cette façon, il peut peut-être survivre un peu plus longtemps. Et l'autre choix, c'est d'admettre la vérité. Mais examinons cela un instant. S'il admet la vérité, alors il doit au moins en même temps dire, sinon admettre. Je vous ai menti jusqu'à présent. Parce qu'il ne peut pas simplement vous dire la vérité maintenant, comme si elle lui était venue dans un éclair soudain de lucidité. Vous saviez cela progressivement depuis 1 an ou plus, et maintenant, il nous dit qu'il le découvre soudainement. Donc, aucune des deux options n'est très bonne pour lui. Si j'étais à sa place et confronté aux circonstances auxquelles je suis assez sûr qu'il fait face aujourd'hui, je choisirais l'option « dire la vérité » et j'aviserais ensuite pour voir ce qui se passe. Mais il ne va pas faire ça. Ce n'est pas son genre. Ce n'est pas ce type de personne. C'est le genre de personne que Donald Trump et Vladimir Poutine et tous les autres impliqués dans cette guerre par procuration et ce conflit regretteront d'avoir en face d'eux. Parce que, dans le cas de Trump, Zelensky est un meilleur menteur que Trump. Et dans le cas de Poutine, Zelensky n'a aucun argument valable, donc il n'est rien d'autre qu'un menteur. Et la mobilisation, il y a déjà eu des mesures de mobilisation prises auparavant. Il ne fait pas que recruter des soldats, cela en fait partie, mais il y a aussi un aspect de mobilisation. C'est pourquoi sa base industrielle de défense a été dynamisée, parce que cela fait partie de la mobilisation de la Russie, comme c'est le cas dans presque tous les pays. Pendant ce temps, pendant que nous parlons de cela, Nima, alors que certaines entités de renseignement défaillantes diffusent des choses comme « les Chinois ont fait ceci aux Philippines » ou « les Chinois ont fait cela en mer de Chine méridionale », tout cela est faux, d'après ce que j'ai entendu sur leurs agissements dans la région. Ce qui n'est pas faux, c'est que la Chine regarde actuellement Taïwan avec un œil très très critique. Et nous ne prêtons aucune attention à cela. Nous serons surpris lorsque soudainement, un matin, nous nous réveillerons et que la Chine sera à Taïwan, non pas par la force militaire. Ils auront négocié un accord avec la direction à Taipei, car la direction à Taipei nous observe aussi, tout comme le reste du monde nous observe. Et lorsqu'ils voient des choses qui ne leur inspirent pas une grande confiance dans la capacité de l'Empire à tenir ses promesses envers eux, sans même parler de venir à leur défense, ils s'inquiètent. Et c'est à ce moment-là que surviennent soudainement des événements inattendus. Le lundi, on pense que tout va bien, et le mardi, c'est arrivé. Et nous ne prêtons aucune attention à ce genre de choses. Trump ne prête absolument aucune attention. Eh bien, le Pentagone, autant que je puisse en juger, ne prête absolument aucune attention à ce qui se passe réellement en ce moment en mer de Chine méridionale. En partie parce que regardez où se trouvent nos ressources. Comment combineriez-vous vos moyens si vous deviez soudain faire face à l'extrémité orientale de la Méditerranée? Trump a maintenant déclaré qu'il allait s'occuper de l'Iran à nouveau. Il a dit à Netanyahou qu'il allait s'occuper de l'Iran à nouveau. Netanyahou l'a convaincu que l'Iran avait reconstitué, notez bien, son programme nucléaire. Il n'a jamais été supprimé. Peut-être a-t-il été un peu endommagé, mais il a été assez bien remis en état et maintenant il se dote de missiles modernes et ainsi de suite. Et au moment où ce sera mûr, il faudra le faire. Et Trump aurait apparemment dit « Oui, je suis avec vous ». Je veux dire, il est sorti et a dit à la presse « Oui, je suis avec vous, il faut frapper à nouveau l'Iran ». On ne peut donc pas comprendre cette administration du lundi au vendredi. Je ne sais pas quelle est leur stratégie, je ne sais pas quelles sont leurs tactiques sous cette stratégie. Sauf que je sais maintenant qu'il y a des corps et des débris qui flottent sur la côte nord de l'Amérique du Sud à cause des frappes qu'ils ont menées, tellement nombreuses. Cette administration est une énigme pour moi.
C'est un mystère pour moi. Je ne prétends même plus savoir ce qu'ils pensent. Mais lorsque vous voyez les attaques sur le sol vénézuélien, pensez-vous que cela va s'intensifier ou vont-ils continuer à mener ce type d'attaque? Je pense que ce qu'ils font correspond exactement à ce que je t'ai dit. Ils le font depuis une quinzaine d'années. Ils installent la CIA à un endroit précis, puis la CIA déclenche l'action cinétique, l'action militaire proprement dite, si tu veux, pour les SEAL ou une autre force d'opération spéciale. Ensuite, les SEAL ou les Rangers interviennent et font ce genre de choses. C'est donc une combinaison de planification par la CIA qui met tout en place et d'exécution par les militaires lorsqu'ils interviennent. Mais il s'agit du commandement des opérations spéciales. Ils ne dépendent pas du commandement Sud, mais bien du commandement des opérations spéciales. Cela semble être exactement ce qu'il fait en ce moment. Ils viennent de faire exploser cet entrepôt, ou quoi que ce soit, au Venezuela. Ce qui m'intrigue vraiment, car apparemment, dans cet entrepôt, ils ont trouvé une quantité de cocaïne. Eh bien, selon mes informations, il y a très peu de cocaïne au Venezuela. La plupart de la cocaïne, si elle s'y trouve, ne fait qu'y transiter. Elle passe rapidement et elle ne circule pas par voie maritime. Elle traverse le pays par voie terrestre jusqu'à la côte pacifique où elle est ensuite récupérée et distribuée de cette manière. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce qu'ils font. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils font. Mais c'est dangereux, très dangereux. Et maintenant, nous avons toutes ces forces militaires déployées au large des côtes du Venezuela, alors que nous n'avons plus de présence stratégique significative, ni de capacité opérationnelle dans de nombreuses régions qui, il y a 2 ans, étaient jugées absolument essentielles. Disposer de navires amphibies, d'une unité expéditionnaire de marine, voire d'un groupe amphibie de marine, d'un porte-avions à proximité avec ses escortes, d'un groupe aéronaval. Comment faisons-nous cela maintenant? Et maintenant, nous allons aussi faire la guerre à l'Iran. Ce président n'aime pas la guerre. Désolé, ce n'est pas l'impression que j'en ai. On dirait qu'il adore la guerre. En réalité, on dirait qu'il aime tuer des gens. Je veux dire, revenons à sa première administration, quand il a tué plusieurs personnes, des chefs terroristes, vous savez, le chef des gardiens de la Révolution, Qassem Soleimani, et l'homme qu'il a tué en Syrie. Je crois que c'était Baghdadi. Il semble aimer tuer des gens. Il n'aime pas être accusé de faire la guerre ou d'être un président belliqueux, mais il savoure même le fait de tuer des gens. C'est ce qu'il aime faire. Et vous savez, c'est parfait pour lui. Y a-t-il quelque chose dans Trump 2.0 que vous diriez différent de ce que c'était auparavant, pendant la première administration? Je parle de Trump 1.0. Ou bien arrivons-nous d'une certaine manière aux mêmes conditions? Parce que la guerre en Ukraine ne change pas grand-chose. Il continue d'en parler, mais il n'y a pas encore de résultats. La Chine, à vous. Allez-y. China, Iran, go ahead. Je pense que c'est différent. De mon point de vue, en le regardant ici chaque jour, je trouve qu'il est devenu plus absurde, plus aberrant, plus enclin à faire des choses totalement contradictoires au cours d'une même période de 24 heures. Je pense qu'il perd un peu de sa capacité mentale à faire ce qu'il doit faire chaque jour. Et parfois, quand je le regarde, on dirait qu'il a été stimulé. Alors, que prend-il? Quel médicament prend-il pour passer d'un vieil homme très guindé, presque empâté, à quelqu'un soudainement alerte et parlant avec vivacité? Peut-être qu'il prend quelque chose. Je ne sais pas. Comment saurions-nous, dans ce pays, si quelqu'un prend quelque chose? Nous tuons des gens pour nous avoir fourni des drogues, mais nous ne savons pas quand notre propre président pourrait en prendre.
L'autre chose qui m'inquiète dans cette seconde phase, Nima, c'est qu'une coïncidence se profile avec un effondrement économique, d'une ampleur qu'aucun Américain vivant aujourd'hui n'a jamais connue. Et cette direction, avec sa tendance à l'autoritarisme, notamment en ce qui concerne des choses comme le post comitatus, la loi sur l'insurrection, la loi martiale, le déploiement de l'armée sur le territoire national, tout cela va coïncider. Nous allons connaître une situation économique dans ce pays, probablement pire que tout ce que nous avons connu depuis la fin des années 1800, peut-être même pire qu'en 1932 ou 1933. Et c'est le prétexte qu'un dirigeant autoritaire utiliserait pour déployer des troupes dans le pays. Tu n'as même pas besoin de déclarer la loi sur l'insurrection. C'est simplement la loi martiale pour empêcher les gens de faire ce qu'ils font quand ils sont ruinés, fauchés et sans perspective d'avenir. Et Trump chercherait ce genre de prétexte. Il a des courtisans comme Rubio et Hegseth qui aimeraient faire la même chose. Nous en arrivons donc au point où il pourrait vraiment mal s'en sortir aux élections de mi-mandat, ou peut-être s'en tirer de justesse. Puis cette crise éclate. Elle pourrait survenir avant les élections, mais je soupçonne qu'elle éclatera après. Que faisons-nous alors quand nous n'avons plus aucun contre-pouvoir législatif sur lui? À peine un, si nous en avons un. Les républicains commencent à se réveiller dans une certaine mesure. Mais ensuite, il y a des démocrates comme mon sénateur ici en Virginie, Tim Kaine. Ro Khanna et Tom Massie l'ont approché pour lui demander de les aider dans cette affaire qu'ils ont lancée à propos d'Epstein. Et Kaine leur a tourné le dos. Tim Kaine ne recevra plus jamais un centime de ma part. Il ne recevra jamais mon vote. Il ne recevra plus jamais un centime de moi. Alors, vous voyez où est le pouvoir de contrôler Trump, surtout si nous sommes empêtrés dans une situation que beaucoup considèrent aussi comme une menace pour leur propre existence au sein du législatif. Parce que, vous savez, si l'on revient au bonus marché après la Première Guerre mondiale, c'était seulement des anciens combattants de la Première Guerre mondiale qui réclamaient ce qu'on leur avait promis. Mais ils ont marché sur Washington, et ils étaient plutôt dociles. Ils étaient plutôt pacifiques. Seul le général MacArthur les a fait passer pour agressifs. Un acte très stupide de la part de MacArthur envers Roosevelt. Mais dans ce cas, l'excuse va être bien plus importante, je pense, parce qu'il s'agira d'une crise qui touchera tout le pays. Les seules personnes que cela n'affectera pas, en gros, et peut-être une ou deux d'entre elles à la rigueur, mais la plupart, ce sont les milliardaires. Tous les autres vont être touchés par cette crise. C'est donc une situation idéale pour Trump, surtout pour un Trump déstabilisé, vieillissant, entouré de gens comme Tom Cotton, Lindsey Graham, Josh Hawley et d'autres, apparemment même Tim Kaine, qui veulent tout contrôler autant que possible et qui seront prêts à assouplir les restrictions et les lois constitutionnelles pour y parvenir. Et je sais que je passe pour un pessimiste, un prophète de malheur et tout ça, mais je pense que nous sommes dans une véritable difficulté économique. Cela va se manifester d'ici les 12 à 18 prochains mois et cela touchera presque tous les Américains en dessous du seuil des 90%. Il faudra un leadership vraiment solide pour traverser cela. Un travail ministériel exceptionnel, une bonne gouvernance, tout ça. Et nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons tout simplement pas. En plus de cela, regardez tout le reste de ce qu'ils font, comme ces frappes dans les Caraïbes. Et vous savez, arrête ce matin. Voici le titre de la version en ligne. L'étreinte de Trump envers Netanyahou est une tactique qui offre peu de clarté pour Gaza après la guerre. Tu crois? Tu crois? Il n'y a aucune clarté. Il continue de tuer des gens. Il continue de tuer des gens au Liban. Il continue de tuer des gens en Syrie. Maintenant, il est en colère contre Erdogan.
Combien de temps avant qu'il n'ouvre un front là-bas? Et tu sais où allons-nous? Ils parlent tous de la belle ville que Trump va construire là-bas. Oh, au fait, Netanyahou va déplacer tout le monde en Somalie. Tu crois qu'un seul Palestinien va accepter de monter volontairement dans un bateau ou un avion pour la Somalie? Voilà où nous en sommes. Et Trump a orchestré, du moins en partie, il a orchestré tout cela. Son étreinte de Netanyahou. J'adore ce terme de Haaretz, son étreinte de Netanyahou. Quand n'avons-nous pas embrassé cet imbécile? When have we not embraced that moron? Je ne sais pas si tu regardes ce type qui était autrefois le porte-parole de l'armée israélienne. Il fait beaucoup d'interviews. Je crois savoir de qui tu parles. Oui, son nom m'échappe à l'instant. Mais il a dit que la Turquie est en train de devenir le pire ennemi d'Israël. Il est un peu comme Jacques Baud, dans le sens où il dit la vérité. Oui, d'ailleurs, quelqu'un m'a dit hier, de Lucerne, ou je crois que c'était Lucerne, quelqu'un avec qui je travaillais quand j'étais au département d'État, que la Suisse a une peur bleue de donner un passeport à Jacques Baud, ou de le faire revenir dans le pays, ou de tenir tête à l'Union européenne, ou peu importe. J'ai demandé, pourquoi la Suisse a-t-elle peur de ça? Tu ne comprends pas. D'accord, je ne comprends pas. Un petit pays minuscule caché derrière ses montagnes, avec une arme dans chaque chambre. C'est un beau jardin, Larry. Oui, ce qu'ils font à Jacques Baud est incroyable. J'ai parlé avec lui hier, et la situation empire. C'est ce que j'ai entendu aussi. On m'a dit qu'il ne peut même pas aller à l'épicerie sans être accompagné. Si quelqu'un essaye de l'aider, essaye d'acheter quelque chose pour lui, il ne pourra même pas acheter les choses et les lui envoyer. Parce que c'est incroyable, tu sais, ce que l'Europe essaye de faire à Jacques Baud, qui est... Je ne pense pas que ce soit l'Europe. Je pense que c'est la direction de l'URML, et certains dirigeants nationaux, en particulier Starmer. Starmer est devenu ce que j'appellerais un Hitler en devenir, surtout en ce qui concerne les droits civiques des gens. Il ne tolère absolument rien. Ce matin, j'ai vu que le jeune prince et le roi s'étaient disputés. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agissait, car j'ai toujours pensé que Charles était un retour à Henry VIII. Sans le pouvoir, sans le courage, sans la bravoure, sans l'intelligence, Charles est un vestige d'il y a 400 ou 500 ans. Charles is a throwback to 400 or 500 years ago. Le rôle du Royaume-Uni n'est pas positif. En Ukraine et au Moyen-Orient, ils essayent, du moins dans le cas du Moyen-Orient, de faire semblant d'être contre ce que fait Israël. Mais nous savons qu'en coulisses, ils font tout. On m'a dit qu'ils effectuent toujours ces vols de reconnaissance et qu'ils partagent les renseignements avec les Israéliens. Larry, aujourd'hui, Netanyahou a parlé avec Donald Trump. Tu as mentionné que Trump parlait du programme de missiles balistiques de l'Iran. Il est d'accord pour qu'Israël attaque le programme de missiles en Iran. Et il a dit qu'en ce qui concerne le programme nucléaire, cela irait vite. Veut-il vraiment que Netanyahou attaque l'Iran? Quelle part de ce qu'il a dit aujourd'hui, pendant et après la réunion, était liée à sa position sur les élections de mi-mandat? Par exemple, ou à la situation intérieure aux États-Unis et en Israël. La première chose à laquelle je pense, et j'essaye de penser ainsi chaque fois que je fais une pause, peu importe ce que j'essaye de comprendre à propos de Trump, c'est qu'ils deviennent désespérés à propos d'Epstein. Vraiment désespérés. Ils ne savent pas comment gérer cela. Et ils savent,
Certains d'entre eux le savent très bien, à quel point ils y sont profondément impliqués. Je crois que c'était 27 ou 28 ou 29, quelque part par là. Je sais que je ne suis pas loin. Des personnes dont tu connaîtrais les noms, dont je connaîtrais les noms, sont impliquées. Et c'est assez équilibré. Il continue d'essayer de prétendre que ce sont tous des démocrates. C'est Bill Clinton, dit-il. Mais ce n'est pas le cas. C'est assez équitable des deux côtés de l'échiquier politique. Donc cela les terrorise, et ça terrorise surtout Trump. Je commence à croire, enfin je ne le croyais pas au début, je croyais Tucker Carlson, je croyais le juge Napolitano, et ce n'est pas une critique envers lui de dire que j'ai maintenant quelques doutes. Parce que des gens qui connaissaient Trump auparavant m'ont dit que ce n'était tout simplement pas lui. Oui, il fait certaines choses avec les femmes. Il leur tapote les fesses. Il fait, vous savez, le genre de choses qu'il faisait pendant la première campagne, par exemple, quand il a fait cette déclaration. Il fait ce genre de choses. Mais ce n'est pas le genre de personne qui ferait les choses qu'on insinue avoir eu lieu avec certaines de ces personnes liées à Jeffrey Epstein. Je commence à changer d'avis à ce sujet. Je commence à penser que certaines de ces personnes sont naïves, comme mon patron, Colin Powell, l'était à propos de gens comme George Tenet, John McLean, Donald Rumsfeld, Condi Rice et d'autres. Ce n'était pas une naïveté concernant leur peccadille sexuelle, c'était une naïveté à propos de l'humanité, et des hommes en particulier, des hommes milliardaires, des hommes puissants. Donc je pense qu'il y a tout un tas de républicains dans ces dossiers. Et c'est pour cela que Bondi et Patel mentent effrontément à ce sujet. Trump le sait, ou du moins en sait assez pour être inquiet, sérieusement inquiet. Et puis, l'autre chose qui, à mon avis, les inquiète, sérieusement, car Scott Besson n'est pas idiot non plus, ce sont les rapports qu'il leur transmet probablement, comme je l'ai déjà mentionné, sur l'état désastreux de nos finances. Le fait que nous ne serons pas en mesure de payer les intérêts de notre dette et les conséquences que cela aura. Et puis, il y a aussi quelque chose qui émerge du côté de Tulsi Gabbard et d'autres. Hier, on m'a demandé, penses-tu que Tulsi Gabbard dit ce qu'elle dit parce qu'elle veut aider Trump dans les négociations avec Poutine? Parce qu'en gros, Tulsi dit plus ou moins que la communauté du renseignement partage notre analyse de la situation en Ukraine, que l'Ukraine est finie, que la Russie a gagné, qu'il faut en finir, passer à autre chose et régler ça. Elle ne ferait probablement pas ça. Je ne pense pas. Peut-être qu'elle a trouvé un peu de courage. Peut-être. Mais je ne crois pas qu'elle ferait cela, à moins que Trump ne lui ait demandé de rendre les renseignements aussi percutants que possible, afin de l'aider à se sortir de ce pétrin en Ukraine. En même temps, je pense qu'elle dit la vérité. C'est donc un moment où les besoins politiques coïncident avec les véritables renseignements. Si c'est le cas, alors elle s'oppose, avec le soutien du président, au moins tacitement, à bon nombre d'autres membres du cabinet qui ne le veulent pas, ainsi qu'à des gens comme Lindsey Graham, Tom Cotton et ces autres abrutis du Congrès. Je ne sais pas où tout cela nous mène, cependant, car au final ils vont tous être déraillés par Epstein et par ce que cela fera à la Maison-Blanche. Et ils vont être déraillés de manière significative et durable par cette crise économique. Donc je pense que personne ne peut vraiment prédire comment cela va évoluer. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, « Combien de fois, selon toi, dans l'histoire, a-t-on connu une crise de la nature de celle que traverse aujourd'hui l'Amérique, coïncidant avec un leadership totalement incompétent? » J'ai répondu, « Eh bien, si tu me parles de l'Amérique, je ne pense pas que cela se soit jamais produit, pas dans les proportions que nous voyons aujourd'hui. On pourrait dire que nous avons connu une situation semblable en 1860, jusqu'à ce que Abraham Lincoln prête serment,
Et là, nous avons eu un leadership compétent. C'est difficile d'en trouver un exemple même dans l'histoire ancienne. Certains évoquent Néron, mais regardez l'Empire romain d'Occident. Néron a peut-être joué du violon pendant qu'un incendie faisait rage. Je ne suis même pas sûr que ce soit vrai, en réalité. Mais ce n'était pas dans un si mauvais état à ce moment précis. En fait, cela a continué encore assez longtemps. C'est vraiment sans précédent. Et c'est certainement sans précédent dans notre courte histoire. 250 ans, peu importe comment on l'appelle, colonial ou national. C'est sans précédent que nous fassions face à une telle crise avec un leadership aussi incompétent. Le leadership Nima, peut-être que incompétence n'est pas le bon mot. Je suis de plus en plus convaincu que les dirigeants savent exactement ce qu'ils font, et c'est une toute autre histoire. Pourquoi veulent-ils détruire le pays? Comptent-ils ramasser les morceaux ensuite et devenir encore plus riches? Quelle est la logique derrière tout cela? Pourquoi prendraient-ils délibérément des mesures partout dans le monde qui alourdissent l'Empire au point d'accélérer sa chute, d'au moins 3 décennies? Pourquoi feraient-ils cela? Oui, bonne question. Larry, penses-tu, supposons, soyons un peu optimistes quant à ce qui se passe avec le cas de l'Ukraine, que s'ils parviennent à mettre fin au conflit en Ukraine, à conclure une sorte d'accord de règlement, le complexe militaro-industriel remplacerait la guerre en Ukraine par un autre conflit? Absolument. Ils salivent à l'idée de la Chine. Ils en salivent. Ils préféreraient largement que ce soit la Chine plutôt que la Russie, parce qu'ils estiment que la Russie est arrivée à une certaine forme d'équivalence. Ils n'ont pas encore été mis à l'épreuve. Les Chinois n'ont pas été testés. Il y a beaucoup de gens, cet abruti, je ne dirai pas son nom, ce général 3 étoiles, qui ne cesse de pontifier sur la Chine. Les Chinois n'ont pas été testés comme la Russie l'a été. La base industrielle de la Russie a fait ses preuves. Celle de la Chine, non. Celle de la Chine existe surtout sur le papier, si l'on peut dire, dans une certaine mesure. Moi, je ne le pense pas. Personnellement, je ne crois pas que ce soit seulement sur le papier. Je pense qu'ils ont environ 6000 bateaux dans leur flotte de pêche en haute mer, une marine sans égale, des sous-marins aussi performants que les nôtres, et toutes sortes d'autres équipements, y compris des missiles hyper véloces meilleurs que les nôtres. La seule chose concernant l'armée chinoise qui me laisse un point d'interrogation, c'est qu'elle n'a pas été testée au combat depuis très très longtemps. La dernière fois qu'ils ont eu une sorte d'accrochage, c'était avec le Vietnam, en 1979, je crois. Et disons-le, le Vietnam avait une armée aguerrie. Tu m'en diras tant. Les Chinois se sont plutôt fait remettre à leur place lorsqu'ils ont tenté cette incursion au Vietnam. Ils n'ont donc pas vraiment eu l'occasion d'acquérir une véritable expérience du champ de bataille, comme par exemple les Russes, les Ukrainiens ou aujourd'hui les forces de défense israéliennes. Bien que l'expérience de ces dernières ait davantage relevé du meurtre que de la guerre. Et cela est vrai sur tous les fronts, Liban, Syrie, Gaza et Cisjordanie. C'est du meurtre, pas de la guerre. C'est donc la seule chose qui m'inquiéterait à propos de la Chine, si j'étais à la tête de son commandement militaire. Mais à part cela, le complexe militaro-industriel adorerait remplacer l'Union soviétique de l'époque de la guerre froide par la Chine. Il en rêverait. Ils en parlent probablement même lors de leur réunion de direction. Penses-tu que Tawas Taridas Aibend? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles nous avons cet accord, qui est peut-être en cours en ce moment, où des missiles à longue ou plus longue portée sont promis à Taipei, c'est que c'est un mécanisme de négociation pour le gouvernement actuel là-bas.
Ils savent que nous ne les livrerons pas avant des années. C'est simplement notre manière de faire aujourd'hui. Taïwan attend encore des choses que nous leur avons promises il y a 7 ans. Nous n'avons tout simplement pas la capacité industrielle de produire ces systèmes pour nous-mêmes, nos alliés et d'autres, à la vitesse que nous prétendons. Et Donald Trump a menti à beaucoup de ces gens, ou bien ils acceptent simplement ces, disons, inexactitudes. Parce qu'on ne peut pas sortir des missiles Tomahawk de la chaîne de production à la vitesse à laquelle la bouche de Donald Trump fonctionne, sans parler de certaines autres choses plus sophistiquées. Let alone some of these other more sophisticated things. You just can't get them off the production line. On ne peut tout simplement pas les sortir de la chaîne de production. À peu près la seule chose que nous pouvons produire, si l'on veut, comme principal outil de combat, ce sont tous ces chars que nous avons achetés à l'usine de Lima, dans l'Ohio, parce que la ligne allait être mise à l'arrêt. Alors le Congrès en a acheté encore, je crois environ 4000 chars M1 Abrams, et ils les ont entreposés quelque part dans les montagnes. Mais quelle est même leur utilité aujourd'hui? À moins de les envoyer en Ukraine pour les remettre à niveau et faire tout le nécessaire, puis d'entraîner les équipages, non pas à repérer les armes anti-chars ennemis, mais les drones. Donc, nous ne pouvons pas produire grand-chose, Nima, et nous ne pouvons pas le faire rapidement, même si nous en avons la capacité. Mais le complexe militaro-industriel adorerait changer cela. Ils adoreraient ça. Ils aimeraient construire à nouveau partout dans le pays et relancer la machine, comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et le Venezuela et l'Iran, qu'en est-il de ces deux cas? Je pense que nous allons nous faire écraser en Iran. Je pense qu'Israël va recevoir son État dans un cercueil de la part de l'Iran. Le Venezuela, c'est autre chose, parce que je ne pense pas que nous soyons assez stupides pour débarquer des forces importantes sur le continent sud-américain. Voici une proposition pour toi, Nima. Simón Bolívar, c'était il y a longtemps. Si nous voulons créer un nouveau Simón Bolívar, demandons à Lula s'il accepterait le poste. Si nous voulons en arriver là, continuons simplement à faire ce que nous faisons. Continuons simplement à faire ce que nous faisons. L'Amérique du Sud compte beaucoup de gens. Elle compte beaucoup de pays. Rien n'indique dans le monde que l'Empire ne puisse pas tellement irriter la direction de la plupart de ces pays qu'ils finissent par s'unir et dire « plus jamais, no mas, no mas ». Et nous finissons par créer un épouvantail dans le Sud que nous n'avions pas besoin de créer à cause de notre stupidité. Nous semblons penser que le reste du monde nous est encore aussi inférieur qu'il l'était pendant la majeure partie de la guerre froide. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes, et certains de ces problèmes, nous les leur avons imposés, ce qui les fait nous détester encore davantage, comme le changement climatique, par exemple, auquel ils ont très peu contribué en termes d'émissions, alors que nous y avons massivement contribué, et c'est eux qui en paient le prix. Larry, as-tu entendu parler de l'Arabie saoudite attaquant les forces des Émirats arabes unis et du type d'armes qui sont envoyées? Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse y avoir un conflit entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Nima, je suis cela depuis l'époque où nous étions de grands fournisseurs d'armes à Sanaa, au Yémen, au gouvernement de l'époque, en 1989-1090. Et ce que tu constates, tout le temps que tu observes la péninsule arabique, c'est que les Saoudiens essayent périodiquement de jouer un rôle militaire supérieur à leurs moyens. Ils essayent de le faire pour des raisons internes autant qu'externes, qui sont généralement des choses du genre. Eh bien, si les Iraniens ferment le golfe Persique, ferment le détroit d'Ormuz, pendant un certain temps, il nous faudrait un autre moyen d'acheminer notre pétrole. Donc nous devons construire un oléoduc du Golfe jusqu'à la mer Rouge. Ainsi, nous pourrons le pomper à travers. Oh, il faut le faire passer par le Yémen?
D'accord, lançons une guerre et mettons tout en ordre pour pouvoir construire cet oléoduc. Et ensuite, ils se retrouvent complètement embrouillés avec leur coalition. La coalition des volontaires, au départ, comprenait quoi? Les Émirats arabes unis, je crois même que l'Égypte en faisait partie, si je me souviens bien, ainsi que l'Arabie saoudite et quelques autres petits pays. Puis ils se sont brouillés. La petite Sparte s'est détachée la première et a lancé ses propres campagnes. Nous voyons la même chose se reproduire aujourd'hui. Je ne pense pas que la direction du Conseil de coopération du Golfe, et c'était déjà un problème que nous avions identifié au commandement du Pacifique, à l'époque de la création du CCG, soit fiable. On ne peut jamais compter sur ce groupe, car ils se disputeront entre eux avant de s'en prendre à un ennemi commun. Et c'est vrai, les Saoudiens ne font pas exception. Ils sont simplement les moins enclins à agir de manière précipitée, car ils savent à quel point leur armée est médiocre. Et je ne parle pas seulement de l'armée régulière, qui est vraiment mauvaise. Je parle aussi de la garde nationale, censée être une force de sécurité royale d'élite. Elle ne l'est pas. Voici ce que Donald Trump a dit à propos de l'Iran. Il a dit que l'Iran n'a pas besoin de ses missiles balistiques, qu'il n'y a aucune raison d'en avoir et qu'ils doivent se comporter correctement. J'ai suggéré qu'il devrait être le chef du Conseil de sécurité nationale de l'Iran. Il décide de ce qu'il veut. Si j'avais été Bibi et que j'avais été dans la pièce quand il a dit ça, j'aurais eu envie de dire « Ils en ont besoin, Monsieur le Président, à cause de moi. » Et secondairement à cause de tous ces gens de l'autre côté du Golfe, comme l'Arabie saoudite, mais surtout à cause de moi. Tu sais ce qu'a dit le ministre omanais des Affaires étrangères? La véritable menace dans le Golfe, c'est moi. C'est pour ça qu'ils en ont besoin. Tu comprends maintenant pourquoi nous devons les attaquer et les prendre. Larry, il se passe quelque chose de vraiment étrange entre Donald Trump et Netanyahou. Pourquoi Donald Trump essaie-t-il autant d'aider Netanyahou? Parce que Myriam Adelson a sa main entre les jambes de Donald Trump et qu'elle serre. Et chaque fois qu'elle lui donne 100 millions de dollars de plus, sa prise se resserre. Mais ces gens soutiennent simplement Netanyahou, Larry. Ils sont seulement en faveur de Netanyahou et de cette partie du gouvernement, ce secteur des partis politiques en Israël. J'ai parlé à assez de gens pour savoir qu'ils méprisent probablement Smotrich. Ils méprisent Ben Gvir presque unanimement. Même certains des partisans de Ben Gvir le méprisent. Mais ils ne méprisent pas Netanyahou, sauf en privé, parce qu'ils ont le sentiment d'être en danger, et que Netanyahou est le seul à avoir le cran, le courage, l'intelligence et la connaissance de la bureaucratie. Mon Dieu, cela devrait être profond. Il est là depuis plus de 20 ans. Pas tout le temps comme Premier ministre, mais au pouvoir. Et ils ne veulent pas s'en débarrasser. Ils ont le sentiment que Nima, il y a 2 millions de Juifs israéliens qui sont partis. 2 millions, c'est un nombre énorme de personnes. Et beaucoup d'entre elles disent des choses comme « je ne reviendrai pas ». Ou bien elles disent « eh bien, si l'endroit reste paisible pendant 1 an ou 2, j'y réfléchirai peut-être ». Donc, ceux qui ont l'intention de rester, et beaucoup d'entre eux sont des Juifs russes, réfléchis-y un instant, dépendent entièrement de lui, car ils sentent maintenant, surtout après la belle guerre de 12 jours, qu'Israël pourrait être en danger. Alors Netanyahou, ils ne vont pas l'abandonner. S'il y avait des élections demain, je pense qu'ils le rééliraient. Qui est Larry en ce qui concerne Israël? Penses-tu que Netanyahou
pourrait d'une manière ou d'une autre dominer tout le système. Parce que nous savons que le système judiciaire essaie de rester indépendant du gouvernement. Mais après tout, Netanyahou fait tout ce qu'il peut en Israël pour... Enfin, tu vois. Pourtant, il ne peut pas rester au pouvoir éternellement. Ils doivent avoir une certaine compréhension de la situation actuelle avec Netanyahou, parce que, disons-le ainsi, il se tourne maintenant vers le sud de Chypre et la Grèce. La question principale est, que cherchent-ils dans ces deux pays? Ils ne sont pas très puissants sur le plan militaire, mais leur territoire pourrait être utilisé contre d'autres pays. Ou peut-être... They can divert Turkish troops. Ils peuvent détourner les troupes turques si la Turquie estime qu'il existe une menace ou même simplement des problèmes politiques. Ils peuvent éloigner les forces turques des endroits où d'autres pourraient envisager de les utiliser d'une manière qui nuirait aux intérêts d'Israël. Mais je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau pour Netanyahou. Cela montre à quel point il est devenu désespéré, obligé d'aller à Chypre et en Grèce pour tenter de trouver un contrepoids à la Turquie. Vous avez vraiment dû commettre une grave erreur stratégique, M. Netanyahou. Eh bien, c'est le cas. Il a eu les yeux plus gros que le ventre pour ce que les FDI peuvent gérer. Il a trop de fronts ouverts en même temps. Il a trop peu de soutien pour tout gérer, même 2 ou 3 de ses fronts, sans parler des 5 qu'il a déjà ouverts, et maintenant peut-être un 6e au Somaliland. Il ne peut tout simplement pas faire face à tout cela. Donc, même pour lui, aussi habile qu'il soit dans la bureaucratie israélienne, la situation devient difficile. Et la seule raison, comme je l'ai dit, pour laquelle il a pu rester en place, c'est qu'il n'y a personne en réserve. Vous savez, quand on regarde des gens comme Yoav Gallant ou d'autres qui aspirent à le remplacer, les Israéliens savent bien que ces personnes ne sont même pas de sa trempe quand il s'agit de gérer la multitude de problèmes qu'il a lui-même créés. All the myriad problems that he's created. Laissez-moi prendre un extrait d'Ursula von der Leyen en Utomau. Oh, ma femme préférée. Oui, Waham Scary. And finally, it makes sense. As technology evolves, we need to build up societal immunity around information. Je ne l'entends pas. Because Laisse-moi augmenter le volume. Tu n'entends pas? Ah, tu l'entends, Larry. Je lis juste les sous-titres. Can you hear it, Larry? I'm reading the subscripts. Yeah. Parle-t-elle de personnes comme Jack Mode? Is she talking about people like Jack Bogg? Yeah, exactly. Let me just sum it up for you. Oui, exactement. Laisse-moi te résumer ça. Il ne parle pas de réfuter l'information, mais de la prévenir à l'avance, de s'y opposer, tu vois. Elle soutient que la société en Europe, en particulier, est contaminée par la désinformation et la mésinformation, et qu'il faut y résister. Oui, je pense qu'elle parle de gens comme Jack Bull. I would believe that she's talking about people like Jack Bull. Oui, Qui sont-ils? Il y en a 3 ou 4 autres. oui, il y en a 3 ou 4 autres aussi. They're preparing the ground to go after. Ils préparent le terrain pour s'en prendre à d'autres personnes en Europe. I see that coming. Oui, je vois ça venir. Et comment? Pourquoi ont-ils besoin de ça à ce moment précis? Ils savent que l'affaire de l'Ukraine n'aboutira à rien pour l'Europe. Nowhere for Europe. C'est le résultat ultime des personnes qui ont construit un appareil censé superviser toute l'Europe et préserver ses tendances démocratiques. Il n'a rien fait de tel. Il s'est placé au-dessus de l'ensemble de l'Europe.
au point d'aller voir un agriculteur français dans la région de la Dordogne et de lui dire « Vous me devez 14 $ pour cette taxe européenne sur les sabots de vos moutons. » Mais il ne maintient pas la démocratie, car lorsque l'on vous dit que vous devez ces 14 $ et que vous ne les payez pas, vous allez en prison. C'est une organisation draconienne. Elle est autoritaire. Et c'est pourquoi des personnes de différents pays veulent devenir membres du Parlement européen. Parce qu'elles ont le sentiment que, dans leur propre pays, elles n'ont pas beaucoup de pouvoir, mais qu'elles en ont beaucoup lorsqu'elles vont à Bruxelles. C'est une abomination. Ce n'est tout simplement pas ce que cela devait être. Une institution, un chapeau au-dessus de l'Europe, qui non seulement apportait la libre circulation sans visa, une monnaie commune et d'autres bonnes choses, mais qui restait aussi en dehors des affaires des gens quant à la définition de la démocratie. Le peuple, le démos. Les gens oublient que démos signifie le peuple, et c'est devenu une autocratie, et elle en est l'autocrate suprême. Je veux dicter à tout le monde. Si tu dis qu'il fait rouge dans le ciel le matin et que je dis qu'il est bleu, je te mettrai en prison pour avoir dit qu'il est rouge parce qu'il est bleu. Je me moque complètement de la couleur qu'il a vraiment. Cela dure depuis 20 ans. Ils sont devenus de plus en plus autocratiques et de moins en moins démocratiques. Mais la courbe de ce type de décision suivait cette trajectoire, et en ce moment, elle part dans cette direction. Eh bien, ils se sentent en danger maintenant. Ils ne s'étaient pas sentis aussi menacés avant la guerre en Ukraine. Je dirais qu'un aspect positif de cette guerre, c'est qu'elle a révélé ce qu'est réellement l'Union européenne. Un lieu de bavardage où des gens persuadés d'avoir beaucoup de pouvoir veulent vous le démontrer. Et les gens qui travaillent en Europe, ceux qui font le travail chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les Allemands, les Français, les Suisses, les Finlandais, je ne pense pas qu'ils aiment ça non plus. 60% d'entre eux, je ne pense pas qu'ils aiment ça. C'est pourquoi je dis que vous allez voir de vrais changements dans les gouvernements. Mais alors la question devient, sur quoi ces changements reposent-ils? Et qu'est-ce que ça fait à une unité européenne, même relativement correcte? Est-ce que ça fracture tout le monde? Est-ce qu'ils finissent tous par ressembler à l'Europe des années 1930? Ce ne serait peut-être pas mauvais s'ils étaient tous des démocraties bien gérées. C'est un processus d'apprentissage pour les gens en Europe, à mon avis. Mais ils en arrivent au point où ce système ne fonctionne pas pour eux. Il fonctionne pour les dirigeants en Europe. Et apparemment, beaucoup de ces choses dont je parlais, comme des avantages, par exemple, en 1988, quand je suis allé en France depuis l'Allemagne, je devais obtenir un visa, et cela m'a pris 10 heures pour l'avoir. C'était frustrant. Maintenant, je traverse simplement la frontière et je peux utiliser des euros. À cette époque, je devais utiliser des Dutch Marks. J'imagine qu'aujourd'hui, je peux utiliser des euros. Je ne pense pas que le Dutch Mark soit revenu. Mais enfin, tout cela visait vraiment à faciliter les affaires. Vous pouviez avoir l'impression que c'était pratique pour vous en tant qu'individu, mais vous n'en aviez pas besoin. Ce n'était pas absolument obligé d'être ainsi. On pourrait revenir à une Europe moins unifiée, et elle n'aurait pas besoin de ressembler à celle des années 1930 si elle bénéficiait d'un bon leadership. Mais qui sait? Qui sait? L'Europe n'a pas une grande histoire de bonne entente. Pourtant, la manière de favoriser cette entente n'est certainement pas de persécuter ses citoyens jusqu'à l'extrême limite de la loi pour la plus petite infraction imaginable, voire pour aucune infraction du tout. Julian Assange, ça vous dit quelque chose? Pour avoir dit la vérité.
On est persécuté pour avoir dit la vérité. Ce n'est pas ça la démocratie. That's not democracy. Thank you so much, Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. As always. Thank you for having me. And hang in there in See the you. room. Merci de m'avoir invité. Don't Tiens drink bon, too much on se voit vendredi. Ne bois pas trop d'eau. À bientôt, Larry. Prends soin de toi. See you Tu as soon. entendu Netanyahou dire aux Iraniens ce qu'il ferait pour eux, n'est-ce pas? En anglais? Oui. Pourquoi faisait-il ce discours en anglais? How come you're delivering that speech in English? Hey, Well, no shortage Pas de of pénurie water. d'eau. By the way, I'm in D'ailleurs, Tehran, je but suis à Téhéran there is no et il n'y a pas de shortage of pénurie d'eau. water and L'eau du robinet est the potable. tap water is drinkable and then C'est plus au sud que ça ou quoi? Quoi? C'est plus au sud que la sécheresse est si grave. yeah, it's literally to the Oui, c'est east littéralement dans la part of the partie est du country. pays. You know, we have Tu sais, two on a deserts 2 déserts là-bas and et la the partie est eastern part souffre is de ce genre de suffering sécheresse. from the drought, yeah. Oui, d'accord. Oui, ils essayent de faire du dessalement, tu Trying sais, to mais ça prend du temps. desalination, you know, but it takes time to do All you that. need to do is just let BB Tout ce que tu as à faire, c'est simplement laisser entrer Bibi. Il a dit, laisse-le entrer, il arrangera ça. Note. Pendant que je répare ton eau, je réparerai aussi tes missiles et ton gouvernement. Yeah, Oui, il veut que He l'Iran wants Iran to devienne be la nouvelle Syrie. the new Syria. Yeah. Ouais. Eh bien, prends soin de toi. Sois prudent. Prends soin de toi, Larry. Au revoir. Bye. Bye-bye.